tous et bienvenue sur le plateau du 18h aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 28 mai et au menu ce soir, nous allons faire le bilan de la saison du FC Nantes. Un bilan bien sûr non exhaustif et un petit peu décalé qui a été concocté par Jean Annex. Et puis nous parlerons de CAPS, rien à voir avec le petit jeu avec les doigts et les capsules. CAPS comme colocation à projet social, ce sont des jeunes en colocation qui montent des projets de quartier avec des habitants. Mais vous en saurez plus tout à l'heure avec nos invités Clément Amiot de la Fève et Élise et Stéphane qui sont capseurs de leur état. Et puis en fin d'émission, ce sera Chronique avec Elsa Gambin, notre chronique cinéma qui nous parle du festival Ciné Pride qui a commencé hier au 14A. C'est le festival de cinéma LGBT de Nantes. Voilà le programme qui démarre juste après la fameuse virgule. Pour vous, ça paraît sans doute loin, mais pour eux, c'est déjà aujourd'hui. Les Canaries sont d'ores et déjà en vacances. C'est les grandes vacances. Le championnat est terminé pour eux. Mais par contre, ils vont devoir reprendre début août. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Alors évidemment, c'est l'heure de faire le bilan pour l'équipe nantaise. Il y a les chiffres, évidemment. 29 buts inscrits pendant la saison. 14e place au classement final. Mais derrière les chiffres, il y a toute une histoire à raconter. Et c'est pour ça qu'on a demandé à notre journaliste Jean Annex de nous faire un petit bilan non exhaustif, évidemment, et un peu subjectif, de la saison 2014-2015 du FC Nantes. Il en ressort notamment le top 3 des meilleurs buts, selon Jean Annex évidemment, les meilleurs punchlines de l'entraîneur Michel Derzakarian et également le joueur révélation de l'année, mais je ne vous dis pas qui c'est, vous allez le découvrir dans ce petit reportage de 3 minutes 39 avec que du jaune et vert à l'intérieur, c'est que du bonheur, regardez. La saison est terminée, la Beaujoire s'est mise en sommeil jusqu'aux prochaines joutes de Ligue 1. Que faut-il retenir de cet exercice 2014-2015 ? Que s'est-il passé sur et en dehors du terrain ? Réponse dans ce flashback spécial Canaries. Commençons si vous le voulez bien par le sujet qui fâche, l'attaque. Avec 29 petits buts inscrits, le FC Nantes a égalé son plus petit total de réalisation dans son histoire. La dernière fois que les Nantais ont été aussi peu efficaces, c'était en 2006-2007, l'année de la descente en Ligue 2. Heureusement, cette saison, les Canaries finissent 14e, loin des affres de la relégation. Mais ils se sont compliqués la tâche en attaque. La faute notamment à une incroyable série de 5 pénaltys manqués. Mais c'est Jordan Verretou qui a vaincu le signe indien face à Lyon, à la Beaujoire. 29 petites réalisations cette saison, certes, mais aussi quelques chefs-d'œuvre marqués par les Canaries. Voici le top 3 des buts qui vous ont sans doute fait lever de votre canapé. Car la saison du FC Nantes n'a pas toujours été morose. La preuve avec ce match, le 17 avril dernier. Le FC Nantes accueille l'OM à la Beaujoire. Son maintien n'est pas encore assuré. Et les Marseillais luttent alors pour accrocher le podium de la Ligue 1. Mais ce sont les Canaries qui s'imposent après un énorme raté de Rod Fanny. Serge Gagpé crucifie Steve Mandanda. 1-0 pour le FC Nantes qui signe l'une des plus belles victoires de sa saison. Et avant cette rencontre, c'est Michel Derzakarian qui avait montré la voie à ses joueurs en conférence de presse. Plus de 35 000 personnes. Voilà, il faut manger la pelouse. Car au FC Nantes, le roi de la punchline, le patron du high kick médiatique, c'est Michel Derzakarian. Avant le match à Lorient, question sur le terrain synthétique du Moustoir. Réponse. Synthétique, c'est de la merde pour moi. Et après un Nantes Guingamp assez houleux où les Bretons avaient tensé Papy Djilobodji. Ils ont beaucoup de pleureuses quand même dans leur équipe, quoi. Je veux bien que sur leur banc, ils sont pas contents. Mais bon, faut qu'ils arrêtent de chialer, quoi. On va leur acheter des mouchoirs. Et du côté des joueurs sur le terrain, un Canari a également montré la précision de ses tibias. Avec 4 buts cette saison,
Yacine Bamou a été l'une des révélations du côté de la Genelière. Une jeunesse sur laquelle Michel Derzakarian pourra s'appuyer l'année prochaine. Mais pour ce bilan non exhaustif de la saison, le dernier mot revient au président du FC Nantes. Je suis convaincu qu'il faut travailler beaucoup plus. Ce qui est dommage qu'on ne termine pas dans les 10 premiers, c'est un petit peu dommage. C'est dommage pour l'image du club. Une image pour laquelle eux aussi ont travaillé toute la saison. L'année prochaine, la tribune noire sera pleine et c'est la seule certitude avant le championnat 2015-2016. Vous aurez noté bien sûr la participation exceptionnelle de Jean-Claude Van Damme dans ce petit reportage bilan de Jean Annex. Vous pouvez réagir à ces choix, évidemment, les contester éventuellement ou les approuver sur les réseaux sociaux, le site internet de Télé Nantes évidemment. Et vous aurez aussi peut-être appris au cours de ce petit reportage l'expression « vaincre le signe indien ». Alors il paraît que c'est très commun dans le langage footballistique, moi je ne connaissais pas. Hein. Ça veut dire casser la spirale de la loose, en gros rompre le mauvais sort, à ne pas utiliser en toutes circonstances. En tout cas, si vous voulez un bilan un peu plus complet, peut-être plus sérieux, plus exhaustif, rendez-vous ce soir sur l'antenne de Télé Nantes à 19h. Comme tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec Foot pour un même bilan de fin de saison avec Olivier Caillé et les journalistes David Felipeau de 20 minutes, Philippe Audouin d'RTL, Anthony Clément de l'équipe, Anthony Marcet de Radio Côte d'Amour. Voilà, il n'y a pas de joueurs, il n'y a plus de joueurs, on l'a dit, ils sont en vacances, mais les journalistes font le bilan de la saison et avec en petit plus une interview par téléphone de Franck Kita, le directeur général du FC Nantes. Votre soirée sera Canaries sur Télé Nantes, mais avant cela, nous allons parler de CAPS avec nos invités. On vous dit tout de suite ce que ça signifie. Et j'accueille tout de suite Charles Amiot de la FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville, et deux capseurs que sont Élise Enfrin et Stéphane Mercier. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous avez volé le petit papier qui était à côté de moi, vous l'avez récupéré, c'est votre anti-sèche. On va parler donc de CAPS ce soir, d'où l'intitulé CAPS ou pas CAPS de notre interview. CAPS aussi, ça nous a fait penser à un petit jeu de bouteilles, des capsules, ça nous a rappelé notre jeunesse. On a tous fait ça, non? Vous l'avez pas fait? Si, un petit aussi, peu, hein. forcément. Bah, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est une fausse piste. CAPS, ça veut dire donc colocation avec un K, à projet solidaire. Ça vient d'où ce nom-là et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Peut-être Charles Amiot, puisque la FEV, c'est l'asso qui se cache derrière ce projet. C'est ça. Ça vient d'où? C'est un projet qui a été inspiré de nos amis belges qui ont monté des cotes à projet. Pareil, ce sont des colocations où des étudiants... En Belgique, c'est la coloc. C'est la coloc, ouais. La cote. Et donc, ce sont des colocations de jeunes étudiants et qui développent des projets en direction également des habitants et des étudiants. Donc nous, on a repris un petit peu le principe, on a mis à la sauce un petit peu à FEV, avec cette envie d'être utile aussi sur les quartiers, et puis d'allier engagement et projet solidaire sur les quartiers nantais. La sauce à FEV, ça veut dire que ça se passe dans les quartiers, justement? C'est ça, ouais. Parce que en Belgique, c'est pas forcément le cas, on n'est pas dans des quartiers dits prioritaires, disons. Vous avez voulu axer plutôt là-dessus. C'est ça. Nous, on a voulu donner un petit peu, puisque le projet de la FEV, à l'origine, c'est quand même de mobiliser des étudiants en direction des quartiers prioritaires avec des projets solidaires. Donc, c'est vrai que la partie la plus connue de la FEV, c'est les étudiants qui vont aider en donnant des cours, enfin en faisant de C'est ça, c'est un axe éducatif. Voilà. C'est un axe éducatif. Et puis nous, en gros, c'est un prétexte. En gros, cet accompagnement à la scolarité. L'idée, c'est vraiment que des étudiants se mobilisent dans des actions de solidarité en direction des quartiers prioritaires. Donc ça peut être des actions éducatives ou bien ça peut être, là en l'occurrence, c'est des projets solidaires. Voilà, donc là, vous avez, pour se faire recruter des capseurs, hein, on va en parler tout de suite. Mais est-ce que ça ressemble aussi un peu à un service civique? On a déjà reçu Unicité, ce sont des jeunes aussi qui s'engagent dans des projets auprès d'habitants dans les quartiers. Il y a un petit côté comme ça aussi? Pas du tout. Bon, tant pis, mais non, parce que les capseurs, ce sont des habitants. Ouais. À la différence de services civiques qui sont volontaires, ils sont en service civique volontaire. dans les quartiers, donc, mais par voilà, exemple, ils sont pas... Unicité ou la FEV, puisque nous, on a des volontaires en service civique et également à la FEV. C'est un temps qui est consacré à la structure. Donc, c'est 26 heures où ils sont en plus indemnisés pour ça. Là, en l'occurrence, les capseurs, ce sont des habitants comme tout le monde, sauf que... ils sont un peu plus engagés que les autres. Ils sont engagés et puis ils montent un projet en direction des habitants du quartier. Et en partenariat avec eux.
eux aussi. Et voilà, c'est ça, exactement. Alors, on a donc 2 capseurs avec nous. Concrètement, vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet-là? Ça veut dire aussi... Et puis, à quoi ressemble votre quotidien, du coup, Élise? Donc, on est 3 dans notre colocation sur le quartier de Malakoff à Nantes. Ouais. Notre quotidien, concrètement, on est étudiant, donc c'est une vie d'étudiante normale, dans un quartier avec des habitants qu'on croise tous les jours et avec des liens normaux avec les habitants. Et le petit plus, c'est donc cet engagement où on passe un peu de temps à monter un projet avec les habitants. Et nous, notre projet cette année, c'est de monter un jardin partagé en bas de la tour. Et alors, vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet-là? Qu'est-ce qui vous intéressait, vous, dans le fait de devenir capseur, donc colocataire et engagé dans la vie d'un quartier? D'abord, je dirais que c'est la colocation déjà, puis de rencontrer des gens, parce que le petit défi aussi, c'est qu'on habite avec des gens qu'on ne connaît pas au départ. Et puis ensuite, de s'engager tout en continuant des études. Et le fait de s'engager sur le quartier dans lequel on vit, c'est peut-être aussi plus simple au niveau de l'engagement. Et le temps, finalement, on le donne un peu quand on veut et quand on est disponible. Ce qui est peut-être plus simple que dans une autre association, on aurait des horaires, etc. Oui, c'est ce que j'allais demander. Ça vous prend combien de temps? Parce que vous êtes déjà étudiant, vous avez votre vie d'étudiant, voilà, normale. Et ce projet-là, ça vous occupe combien de temps, à peu près, dans une semaine, disons? Je sais pas, il y a des semaines où on va être plus dessus, des semaines beaucoup moins. Par exemple, hier soir, on avait une réunion avec 2-3 habitants dans notre appart. Et du coup, on a fait notre réunion, ça a duré 2h30. Mais il y a des semaines où le projet est en route, on attend juste des trucs. Donc il y a des semaines où on fait rien et des semaines où on fait plein de choses. Donc c'est vraiment, je dirais, je sais pas trop, c'est vraiment très fluctuant en fait. On essaie d'évaluer à peu près sur une année, grosso modo, ça peut prendre une demi-journée par semaine à consacrer au projet pour les capseurs. Voilà, c'est une moyenne. Lissée sur l'année, voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, est-ce qui vous plaît aussi? Alors, on voit bien, c'est la nature solidaire du projet, l'implication dans le quartier, mais est-ce qu'il y a aussi un avantage un peu financier? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la coloc, elle est moins chère parce qu'il y a un engagement de votre part? C'est aussi ça? Ouais, parce que déjà, moi, quand je choisis justement de faire partie du projet CAPS, c'est parce que grâce à la FEV, en fait, on pouvait accéder à des apparts de qualité pour pas très cher dans des HLM. Donc, c'est pour ça. Parce qu'on sait que c'est vrai que c'est compliqué pour les étudiants de se loger. Une fois ça, voilà, de trouver un bon il n'y en a appart. pas beaucoup, l'offre est rare. Et surtout qu'en fait, ce qui est pratique dans ce système, c'est qu'il n'y a pas à chercher plein de colocataires, chercher l'appart, chercher machin. On va juste voir la FEV, on leur dit ouais, on a envie de bouger, on a envie d'être bénévole, de faire des choses. Et c'est la FEV qui choisit tout en fait, qui choisit les apparts, qui choisit les caps, qui met les personnes ensemble en fonction des affinités. C'est clé en main. Voilà, c'est clé en main, donc c'est vraiment tout simple pour nous, tout bénéf. Et comment ça se passe du côté de la FEV justement pour sélectionner les capseurs? Est-ce que il y a une forme de sélection, de recrutement, justement, oui, c'est ça. D'entretien de motivation, un peu, Comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes. Là, en ce moment, on est sur une période de recrutement, justement, pour la rentrée de septembre. Donc, les personnes qui sont intéressées nous envoient un dossier de candidature. La principale, l'objectif, c'est de voir les personnes qui sont motivées, justement. C'est la motivation. Et puis là-dessus, on va les faire passer une réunion d'information et puis un entretien. Et puis, on va essayer de constituer les colocations. Alors, il y a 2 portes d'entrée pour les futurs colocataires. C'est soit une entrée territoire, s'ils veulent aller sur un quartier en particulier, puisqu'on est sur 5 sites différents, ou bien sur une entrée projet. S'il y a un projet déjà qui les intéresse, plus jardin partagé, plus culturel, plus éducatif. Oui, on verra qu'il y a une grande diversité justement de projets. Et c'est quoi quand même les critères? Alors en dehors de la motivation, est-ce qu'il y a un critère d'âge, est-ce qu'il faut être forcément étudiant ou pas? Enfin, c'est quoi les critères? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et que ça peut intéresser justement. Oui, je pense qu'il y a certainement des personnes, puisque comme disait Stéphane, c'est que il y a plusieurs intérêts. C'est vrai que c'est pas très cher quand même, puisque c'est en HLM et puis c'est de la colocation. Donc forcément, tout le monde y trouve son intérêt. Et puis après, par rapport aux critères, l'idée c'est d'avoir 30 ans, moins de 30 ans, et d'être motivé. Vraiment, c'est la motivation. Et pas forcément étudiant. Non. Après, nous, faut avoir du temps, quoi, aussi. Voilà, avoir un petit peu de temps. Et puis, l'idée, c'est quand même de pouvoir accepter la colocation. Parce que c'est vrai que quand
c'est pas toujours évident quand on n'a pas eu... Vous souriez là, justement, sur le côté de la colocation. Parce que ça fait partie de notre travail aussi de pouvoir essayer d'arrondir les angles avec les différents colocataires qui, tout d'un coup, découvrent la vie en collectivité. Alors juste, est-ce qu'il y a un critère de revenu aussi pour être éligible? Non, il n'y a pas besoin d'être boursier, il n'y a besoin de rien du tout. Donc, ça va. Mais vous souriez donc sur le côté de la colocation, vous avez découvert la vie en colocation, ça vous faisait un peu peur au départ ou non? Un petit peu, enfin un petit peu, mais en même temps, moi, c'est ce que je voulais. J'adore, je vis avec des gens, c'est trop bien. Après, on sourit parce que c'est vrai que lié et la vie de colocation, donc t'as pas fait la vaisselle, t'as pas nettoyé truc de colocation, et ou de couple, lié, éventuellement. voilà, et le couple, et lié le projet. C'est parfois un peu compliqué, mais en même temps, c'est ce qui permet de donner de la force au projet, vu qu'on vit tout le temps ensemble. Donc même pendant qu'on mange, on peut changer les idées, changer les choses comme ça. Mais finalement, vous n'êtes jamais seul, en fait. C'est ça aussi. La colocation, vous êtes toujours avec du monde. Vous avez le projet avec les habitants du quartier. Vous n'êtes jamais seul. Exactement. Voilà. Ça a du bon ou du moins bon, peut-être. Ça peut avoir du moins bon quand le projet empiète trop, justement, sur la vie quotidienne, où on est tranquillement en train de manger et le projet revient sur la table, ou des choses comme ça. Entre la poire et le fromage. Exactement. Le projet revient sur la table. On va d'ailleurs s'attarder aussi sur votre projet à vous, qui a aussi été présenté samedi dernier dans le quartier Malakoff. C'est le projet des jardins partagés. Comment il s'est monté, ce projet-là? Comment ça s'est passé pour vous, le rapport avec les habitants? On va voir justement des images de samedi dernier. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé tout simplement, en fait. On était, du coup, on a commencé à 11h pour installer déjà les premières tables, les premières choses comme ça. Et donc, toute l'après-midi, en fait, on a fait un repas collectif avec tous les voisins qui voulaient venir. Et juste après le repas, vers 14-15 heures, on a commencé justement à planter les premières graines, les premières pousses. Et puis à installer les premières choses dans le jardin, les premières... Voilà, on voit les premières courgettes, justement, par exemple, les premières fleurs aussi. Comment ils ont réagi, les habitants, à cette initiative-là? Comment ils réagissent? Plutôt bien. Ouais. Pour l'instant, après, c'est tout neuf encore, donc les habitants n'ont pas tous connaissance du projet, de ce qui s'est monté, mais on a des gens motivés autour de nous, donc on monte le projet avec ces habitants. On n'est pas tout seul à monter ce projet. Et puis, on a vu ce jour-là qu'il y a pas mal de monde qui sont venus jardiner. Pour l'instant, on tourne pour essayer d'arroser le jardin, de le maintenir en vie. Et l'idéal, c'est d'organiser... faut que tout le monde se l'approprie. C'est ça, d'ici peu. On va essayer d'organiser des demi-journées où on fait des ateliers bricolage ou du jardinage pour essayer de ramener le plus de personnes possible dans ce projet. Et qui garde les courgettes à la fin? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. On va attendre qu'elles poussent déjà. Sans doute une grande ratatouille partagée. C'est vrai que déjà, il y avait une idée de faire ça, une salade avec vraiment tout mettre en collectif et faire un repas en fait avec tout ce qu'on a poussé, fait pousser, ça aurait été rigolo. Voilà, pourquoi pas, ce sera l'idée. Il y a donc d'autres exemples qu'on peut peut-être donner, des projets qui ont été portés dans les différents quartiers nantais. Oui. Un vélo-café à Bellevue, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais. Donc je vais regarder votre petite fiche avant que vous veniez. Donc à Bellevue, l'idée c'est qu'il y a trois appartements. Un des projets des appartements, c'est le vélo-café. Donc toujours, comme souvent, c'est un prétexte. Donc l'idée, c'est que ils tournent dans le quartier. On offre un café, un thé. C'est l'occasion pour les habitants de discuter. Et là, sur une thématique bien spécifique, sur la place de la femme dans les quartiers. D'accord. Et donc c'est suivi avec une association Émulsion où il y a des photos qui sont prises et il y a toute une exposition qui va être présentée là à la fin de l'année. Alors, il y a combien de quartiers qui sont concernés là en tout? Alors, 5 ? Il y a 5, c'est ça, ouais. Il y a Bellevue, Nantes-Est, Ranzay, Bautières, Malakoff, Clotoro et Rezé-Château. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres quartiers? Parce qu'il y en a, en fait, au début, il n'y avait que Ranzay, vous avez lancé l'initiative. Que Bellevue. Que Bellevue, ouais. D'accord. En 2012, il n'y avait qu'un seul quartier, c'est ça. Et puis ça prend de l'ampleur. Eh bien oui, c'est ça. C'est que, en gros, il y a eu 9 capseurs en 2012 sur un quartier. Après, il y en a eu 20 sur 3 quartiers. Et maintenant, il y en a 40 sur 5 quartiers. Donc, oui, il y a de la demande, du côté des étudiants comme du côté des quartiers. Ça répond à plein de demandes des étudiants, et des habitants, et des politiques, et des bailleurs, et beaucoup de personnes qui sont intéressées par le projet. Après, c'est vrai que, alors sans pour
être alarmiste, mais on ne veut pas être victime de nos succès. Mais là-dessus, on préfère un petit peu calmer, justement. Donc l'année prochaine, on va rester sur le même nombre de quartiers. Il va y avoir quelques appartements qui vont se monter sur l'Est et puis sur Rezé-Château. Mais on va être autour de 50 capseurs. Voilà, 50 capseurs. Et il est encore temps de déposer sa candidature. Ah oui, on est en plein dedans là. Donc si ça vous intéresse, il y a le site de la FEV et le site aussi dédié au CAPS, colocation à projet social. Donc les sites s'inscrivent actuellement à l'antenne. Il y a aussi un projet de cinéma à Ranzé, un projet de court-métrage, j'ai vu ça. Et ça tombe bien parce qu'on va aussi parler de cinéma ce soir. C'était ma super transition. On accueille tout de suite Elsa, notre chroniqueuse. Vous restez avec nous. Voilà, c'est ça. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Notre chronique cinéma qui, ce soir, ne parlera pas donc, du court-métrage que vous avez fait. Sinon, on l'aurait briefé avant, évidemment. Mais là, vous parlez de Ciné Pride. Oui. Festival LGBT. Lesbien, gay, bi et trans. Le festival nantais, 12e édition déjà, qui a démarré hier. Hier soir. Hier soir. Ouverture hier soir avec un très très beau film. Alors hélas, les films ne passent qu'une fois, mais j'imagine que vous pouvez le trouver. Ça s'appelait Lilting. Ça avait fait l'unanimité au niveau des programmateurs et c'était absolument sublime. Et il paraît que vous avez pleuré. Encore. Elle est très lacrymale au cinéma. Elle s'en défend, mais en fait, elle a toujours pleuré. Non, j'ai pleuré. C'était vraiment magnifique, de douceur, de tendresse. Enfin voilà. C'est un festival plutôt très très intelligent. Il y en a beaucoup maintenant en France. Il y en a une trentaine quand même de festivals LGBT, dont 2 à Paris. Voilà. Celui-ci, évidemment, je le promeus parce qu'on connaît un peu les programmateurs et parce que vraiment. Et c'est fait par l'asso LGBT de Nantes aussi. Enfin, dans les programmateurs, beaucoup le centre LGBT. Beaucoup dans les programmateurs. Ce qui est important avant de parler cinéma, c'est que c'est aussi aidant. Enfin voilà, les adolescents homosexuels continuent à se suicider 7 fois plus que les autres. Et du coup, le cinéma reste un support qui peut aider, à faire accepter. Donner en tout cas des billes aux parents, aux jeunes pour parler de ça et tout. Donc voilà, c'est très important. Je m'adresse aux familles, ils peuvent y aller avec leurs enfants, avec leurs jeunes. Voilà, ça peut être très bien. Quelques points sur lesquels on peut s'arrêter. 2 films d'abord, alors qu'on connaît bien, Tomboy de Céline Sciamma, qui est vraiment magnifique. Est-ce que c'est aussi l'occasion de revoir d'anciens films? Oui, aussi. Alors il y en a des nouveaux parce qu'ils en visionnent quelques 250. Voilà, là on a 17 fictions, 2 docus et nouveauté, une série aussi, de 3 fois 45 minutes, qui est plutôt sympa et pareil avec un petit entracte au milieu quand même. Donc Tomboy, j'appuie sur celui-là parce qu'il était dans le dispositif école et collège au cinéma l'année dernière et qu'il avait été fortement évidemment décrié par certaines associations mal intentionnées qui ne saisissent pas la beauté et toute l'intelligence de ce film de Céline Sciamma qui est absolument exceptionnelle. Donc voilà, à voir ou à revoir samedi à 14h30 et il y a un débat après. Voilà, donc je pense que c'est encore l'occasion d'aller parler de ça. Et puis Pride, dimanche matin, un film beaucoup plus drôle, même s'il aborde une histoire vraie. Voilà, c'est vraiment, vraiment à ne pas rater. Après, voilà, ça, c'est des films qu'on connaît bien. Et Pride, oui, c'est assez rigolo parce que c'est comment la cause homosexuelle peut rejoindre la cause ouvrière. Enfin, ça s'est vraiment passé comme ça en Angleterre. Comme ça, et c'est vraiment drôle et touchant. Enfin, ce qui a été plutôt mal accueilli par les mineurs au début. Et puis on voit comment il peut y avoir des intérêts communs. Très, très drôle. Voilà. D'autres choses un peu... jeudi 28 à 19h, il y a Voyage dans la galaxie LGBT. Dans une demi-heure, en somme. Ouais, c'est ça. C'est possible. Mais pour ceux qui habitent en ville, c'est pas trop tard, j'ai envie de vous dire. Et je le conseille fortement, c'est Laurent Delannuy qui propose ça. Il est extrêmement calé en mythologie, en science-fiction. Et donc, il fait un voyage dans la science-fiction LGBT. Enfin, les thèmes LGBT dans la science-fiction, je pense que c'est très, très bon avec beaucoup d'extraits de films. Ouais, on est plutôt sur une conférence. Avec beaucoup d'extraits de films. Voilà, vraiment, ça vaut le coup. C'est un espèce de dictionnaire du cinéma et de la mythologie. C'est exceptionnel. Donc, à recommander. Alors, on voit justement là, quelques images de la bande-annonce. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à ne pas mettre devant tous les yeux? Parce qu'il y a aussi, on a vu, un peu de nudité éventuellement. Oui, un peu de nudité éventuellement. Oui, tout à fait. Avec un film alors, qui passe demain, le 29, à 20h30, qui s'appelle Little Gay Boy. On ne doit pas trop le voir dans la bande-annonce. Celui-là n'est pas effectivement à mettre entre toutes les mains et tous les yeux. En tout cas, ce sera en présence du réalisateur. C'est ça aussi l'intérêt de ce festival. Ouais, il y a les réalisateurs qui sont là. Il y a certains réalisateurs qui sont là, ouais. Et donc celui-là, Little Gay Boy, à pas à mettre entre toutes les mains, contrairement à Tomboy, où on peut y aller avec des enfants à partir de 10 ans à peu près. Voilà.
puisque la petite fille a 10 ans dans le film. Notre réalisatrice qui est là pour le film Summer, lundi 1er à 20h30, un film lituanien qui aborde l'homosexualité féminine, ce qui est toujours plus rare d'abord au cinéma. Enfin, on aborde beaucoup l'homosexualité masculine. Parce qu'il y a plus de réalisateurs hommes qui filment les hommes et donc moins de réalisatrices. Vivement conseillé par l'équipe de Ciné Pride aussi. Donc lundi, l'avant-première. Ouais, 20h30, en avant-première. C'est une avant-première aussi, hein, voilà, parce que c'est l'occasion de voir des films avant tout le monde. Et juste avant, dans la foulée du lundi, si vous voulez faire toute la soirée, à 18h30, il y a un docu qui s'appelle Out in the Night, qui est tiré d'une histoire vraie aussi de 7 jeunes femmes aux États-Unis qui sont lesbiennes, qui sont afro-américaines, qui ont été plus ou moins agressées, qui se sont défendues, et puis retournement de situation aux États-Unis, c'est elles qui finalement ont fini par se payer de 7 à 12 ans de prison. D'accord. Voilà, c'est toujours très sympa. Donc là, ça, non seulement on aborde l'homosexualité, mais en plus la discrimination. Enfin voilà, ça va assez loin. C'est tiré d'une histoire vraie. Vous avez l'air d'avoir convaincu nos invités. En tout cas, ils écoutaient avec attention. Donc rendez-vous au festival Ciné Pride qui a démarré hier et qui va durer jusqu'au 2 juin. C'est au cinéma 14A à Nantes. Merci beaucoup à nos capseurs et à la FEF d'avoir été avec nous. Merci Elsa. Et merci à vous de nous avoir suivis. À demain.